Merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour cette édition spéciale consacrée à la clôture du 24e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Malik Hacher et notre éditorialiste Gratien Rukindikisa nous a rejoint. Merci d'être là. Merci. Alors, même si le thème était l'émancipation des femmes, le sujet qui a réuni vraiment les chefs d'État, c'est la lutte contre le mouvement Boko Haram. Boko Haram qui, depuis son insurrection en 2009, est à l'origine du décès de 13 000 personnes. Rien que les 200 lycéennes de Chibok ont marqué vraiment les esprits. Et d'ailleurs, elles ont été citées par la commission, par la présidente de la commission Nkosazana Dlamini Zuma. L'insurrection, c'était en 2009. Aujourd'hui, on parle de l'envoi d'une force africaine. Presque 6 ans plus tard, qu'est-ce qui a pris autant de temps ? Ce qui a pris tant de temps, c'est la prise en compte, disons la prise de conscience des dirigeants, vraiment que Boko Haram représentait un danger. Les présidents du Nigeria, du Cameroun, disons des pays voisins du Nigeria aussi, le Tchad, n'ont pas compris que Boko Haram, c'est un mouvement qui grandissait, ils n'ont pas pris en compte, ils n'ont pas regardé, étudié l'histoire de la Somalie avec El Shabab, un mouvement qui a commencé et qui a pris pratiquement le pouvoir en Somalie jusqu'à ce que l'Union africaine intervienne par le biais des forces des armées ougandaises et burundaises. Aujourd'hui, on a Boko Haram qui a grandi tout doucement jusqu'à ce que Boko Haram inquiète le pays comme le Nigeria, la première puissance maintenant économique qui a détrôné l'Afrique du Sud et une des nations qui détient, c'est un pays qui détient une armée très forte. On se rappelle de l'Ecomog, une armée qui est partie au Libéria. Donc Boko Haram, aujourd'hui, est en danger face à un pays qui dispose de 162 000 militaires. Alors justement, Boko Haram mobilise plusieurs pays voisins. Alors on en parle juste après ce sujet d'Ibra Radinjaï. La lutte contre Boko Haram est devenue un objectif régional et international. Toutefois, la bataille est loin d'être gagnée car une mutualisation des efforts militaires et la mise en place d'une stratégie commune sous-régionale doit au préalable être mise en place. Pendant ce temps, le groupe terroriste poursuit ses offensives au Nigeria et menace le Cameroun voisin. La communauté internationale doit prendre position par rapport à ce danger qui menace d'implosion non seulement le Nigeria, mais aussi le Cameroun, le Niger et le Tchad. Il est également très clair que à elles seules, les forces armées de ces différents pays ne sont pas, du moins pour le moment, en mesure de faire face à ce danger. Et que de ce point de vue, ces pays auraient besoin d'un appui militaire en équipement, en formation, pour affronter, disons, cette menace. Plusieurs facteurs expliquent les difficultés rencontrées par les armées régulières nigérianes ou encore camerounaises pour arriver à bout de la secte islamiste Boko Haram. Quant à ce qui est du Nigeria, on sait très bien comment, au cours du demi-siècle qui vient de s'achever, l'armée nigériane a été beaucoup plus préoccupée à la fois par les trafics financiers et par l'exercice du pouvoir politique que par, disons, la formation proprement militaire. Pour les experts, la bataille de l'information est capitale pour remporter le combat contre ce groupe terroriste. D'autres stratégies devront également être mises en place par les États pour vaincre définitivement Boko Haram. Mais cela passe nécessairement par une mutualisation des forces sous-régionales. Ainsi, l'engagement du Tchad auprès du Cameroun avec l'envoi de contingents militaires est un geste salué par l'Afrique et ses partenaires. Alors, le budget de l'armée nigériane Mali qui s'élève à 4,5 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que le Nigeria, qui est le pays le plus meurtri par Boko Haram, semble le plus lent à réagir ? Je ne sais pas si c'est une question de lenteur, je crois que c'est une question de stratégie, parce que la lutte contre Boko Haram, c'est une lutte qui implique de la stratégie militaire. Et la force de l'armée nigériane, on sait que l'armée nigériane, c'est une puissance de feu. Le problème, c'est que là, on est dans une guerre asymétrique, on est face à une guérilla. On n'est pas, ce n'est pas du tout on n'est pas dans le modèle de la guerre du Biafra, ça n'a rien à voir. On est sur un autre terrain, on est sur un terrain
terrain de guérilla. Et donc, l'armée nigériane semble désemparée face aux méthodes qui sont utilisées par Boko Haram. D'autant plus que le manque de coopération entre le Nigeria, le Cameroun et les autres États de la région fait que l'armée nigériane peut dépenser autant d'argent qu'elle le veuille, ça ne marchera pas. Il faut vraiment une coopération. Le terrorisme, c'est un phénomène transnational, c'est un phénomène qui touche donc plusieurs pays. La réponse est simple, c'est une coopération entre les États. Et ça, le Nigeria ne l'a pas encore compris, à mon avis. Grâce à c'est un avis que vous partagez, c'est une nouvelle forme de terrorisme? Non, je partage pas directement avec parce qu'en fait, la tactique de Boko Haram a évolué. Boko Haram a commencé en tant que guérilla. Donc, il y avait des problèmes pour l'armée nigériane qui n'était pas formée à la lutte contre des guérillas. Et du coup, Boko Haram a pris de l'ascendant sur l'armée nigériane, moralement. C'est-à-dire que les militaires nigérians n'arrivaient pas à contrer Boko Haram pendant la guérilla. Et il y a des camps militaires qui sont tombés. Boko Haram a eu beaucoup d'armes dans les... Qui arme Boko Haram? Le Nigeria, tout simplement. Ce sont les camps militaires les militaires qui laissent des armes. Et Boko Haram s'arme sur place. Et donc, Boko Haram, avec tant d'armement, a changé de tactique. Boko Haram, aujourd'hui, fait de l'offensive. La guerre classique, pour moi, c'est un cadeau pour une armée comme l'armée nigériane. Aujourd'hui, Boko Haram occupe des zones, occupe des régions, avance, occupe des camps militaires. Donc, ce qui fait que Boko Haram offre un front où il faut que les militaires se battent. On voit par contre les militaires nigérians qui ne veulent pas se battre, qui partent en disant qu'ils n'ont pas d'armes. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Boko Haram, avec cette offensive, les Nigérians ayant déjà en dessous, sont vraiment, moralement, sont partis en dessous du côté de Boko Haram, psychologiquement, ils sont forts. Mais pourquoi on a l'impression qu'il y a aussi un espèce de désintérêt? Comment ça se fait qu'à la réunion du 20 janvier dernier, où on avait pas mal de ministres des Affaires étrangères au Niger, on avait des ministres du Cameroun, il n'y avait aucun représentant du Nigeria? Alors, le problème qui se pose, c'est un problème aussi politique. Il y a un problème militaire et politique. Parce que le Nigeria ne veut pas reconnaître qu'il a échoué. Le Nigeria a échoué. On demande maintenant 7500 hommes pour un pays qui dispose de 162 000 hommes. Dans les 162 000 hommes, on ne peut pas avoir 7500. C'est un pays qui dispose des MiG, un pays qui dispose des obusiers 122 mm, des même 155, donc qui sont des longues portées. Mais ce qui se passe, c'est que le Nigeria ne veut pas accepter sa faiblesse, n'accepte pas que les autres coopèrent et surtout n'accepte pas qu'il y ait un commandement autre que le Nigeria. C'est-à-dire qu'il faudrait accepter que le Tchad dirige les opérations. Les Nigérians, ça serait une honte pour le pays, une honte pour l'armée. Alors, on le disait au début de cette édition, c'est vraiment un sujet qui a mobilisé l'Union africaine. On écoute tout de suite les propos de la présidente de la Commission africaine, Nkosazana Dlamini Souma. We are deeply horrified. Nous sommes atterrés par les horreurs que Boko Haram inflige à nos populations, kidnappant des filles à l'école, brûlant des villages, terrorisant des communautés entières et commettant des massacres. Et je pense que nous devrions tous déclarer cette situation inacceptable. Et même si Boko Haram est né dans une petite localité, il s'aventure désormais à l'ouest et au centre de l'Afrique. Et je pense qu'il faut agir sans tarder et de façon collective. Et bien sûr, cela fait partie de l'objectif des chefs d'État de réduire le nombre de conflits armés d'ici à 2020. Nous constatons que les autorités tchadiennes sont prêtes à aider le Cameroun dans sa lutte contre Boko Haram. Et j'espère que l'ensemble des chefs d'État feront de cette lutte une priorité lors des discussions de ce sommet. Alors le terrorisme sur le continent, ce n'est pas que Boko Haram, mais on pense aussi à la Libye qui avait déjà un territoire aux mains des milices à l'ouest, au sud, avec le gouvernement reconnu par la communauté internationale qui a dû fuir vraiment au mois d'août vers la frontière égyptienne. Et maintenant même des groupes djihadistes pourraient lancer des attaques. Apparemment le dernier hôtel de luxe, le Corinthia, a été pris d'assaut. Quelles sont finalement les aspirations de ces groupes?
Écoutez, je pense que ces groupes-là ne souhaitent juste la déstabilisation de la région et continuer à progresser territorialement. Parce que le but, je pense aussi, c'est de progresser sur le territoire de la partie sahélienne. C'est leur but affiché, de créer... Après, on ne peut pas sonder les cœurs et les reins, mais on a vu l'expérience qu'il y a eu au Moyen-Orient avec l'État islamique. On peut penser qu'ils ont les mêmes objectifs de créer un État qui serait un nouvel État. Après, je ne m'avancerai pas en disant que ça serait un État islamique, parce que je ne partage pas cette façon de nommer les choses. Mais effectivement, je pense qu'il y a une volonté de créer une structure pour déstabiliser la région et essayer de faire tomber des régimes. Ça, c'est clair et net. Et pourquoi est-ce qu'aucune intervention militaire pour l'instant n'est envisagée, alors qu'on en envisage pour Boko Haram, par exemple? Le problème, c'est que le problème libyen, il y a eu une intervention, il faut se le dire, de l'OTAN, et puis après on a laissé les choses telles quelles. On a laissé les groupes djihadistes... excusez-moi de l'expression, se balader dans la nature, mais c'est effectivement le cas. Donc là, on se pose même s'il y aurait une énième intervention. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. En tout cas, il faut essayer de laisser le temps. Je pense que la solution en Libye est politique. Il faut déjà permettre à l'armée libyenne d'exister. Il n'y a pas d'armée libyenne. Lors de l'invasion de la Libye, on a laissé les milices occuper le terrain. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, des armes circulent entre les groupes djihadistes en Libye, ça touche le Moujao, ça touche différents groupes armés sans qu'on ne sache les contrôler. Effectivement, donc je pense qu'il faut une intervention, qu'il faut une résolution politique avant une intervention militaire. C'est mon avis sur cette question-là. Oui, en fait, en Libye, c'est un cas typique, parce que ce qui s'est passé, c'est que la communauté internationale, notamment l'OTAN, ne s'est pas posé vraiment sur le sol, à bombarder, à déstabiliser l'armée libyenne qui devait, pour évincer Kadhafi, ils ont déstabilisé l'armée libyenne. Or, qu'est-ce qu'on trouve d'organisé? Ce qui était organisé, ce sont des mouvements islamiques. Les milices, soi-disant les rebelles de Benghazi qui ont été aidés, mais c'était des islamistes. Aujourd'hui, ces islamistes, ils se sont scindés dans plusieurs groupes parce qu'il y a des régions, il y a des tribus. Et donc, du coup, le pouvoir finalement qui était à Tripoli, ce n'était pas un vrai pouvoir en soi, parce qu'ils ne disposaient pas de force, il n'y avait pas d'armée. Aujourd'hui, les groupes islamistes, aidés par d'autres qui viennent d'ailleurs, notamment l'État islamique, et on doit savoir que aussi l'État islamique a été au départ aidé par les Américains, parce que c'était pour renverser, le président syrien, ce qui s'est passé en Afghanistan aussi avec la création d'Al-Qaïda pour renvoyer les Russes, et on crée toujours des monstres qui finissent par dévorer même leurs enfants. Aujourd'hui, on a la Libye, un pays déstabilisé entièrement, on ne sait pas pourquoi intervenir en Libye? Pour aider qui? On ne sait pas qui on peut aider. S'il y avait au moins une armée qui se battait en ayant un front, on connaît le général qui est dans la partie Est, qui a vécu pendant un bon moment aux États-Unis, en Géorgie, d'ailleurs qui était au Tchad, après exfiltré par les Américains. Donc c'est lui. On s'appuie sur cet homme-là, mais cet homme-là représente quoi? Il n'a pas une grande armée, il n'a pas une force, il n'a pas aussi une force politique pour diriger le pays. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un pays, la Libye, qui est délaissée à elle-même dans le chaos. La communauté internationale a du mal parce qu'on ne peut pas discuter avec les islamistes. En plus, il n'y a pas vraiment, comme disait Gracien, de force en présence. Donc on ne peut pas intervenir en soutenant l'une ou l'une des parties. On ne sait pas qui, comme vous le dites Gracien, financer. On ne peut pas aider une partie au risque de recréer les mêmes monstres, je partage l'adjectif, demain. Entendu, messieurs. Alors, vous restez avec nous, cette édition spéciale continue. Dans un instant, nous parlerons des objectifs de l'agenda 2063. À tout de suite sur Africa 24.